Bonjour à tous, bienvenue dans notre première émission du Salon de l'Habitat de Dijon dans sa forme virtuelle. Je suis Frédéric et je vais vous accompagner tout au long de ce programme vidéo spécialement conçu pour ce salon virtuel. Aujourd'hui, nous allons parler immobilier. Se lancer dans un premier achat immobilier est une étape significative dans la vie. Mais c'est aussi un acte qui a des conséquences sur le long terme et des conséquences financières importantes. Donc, mieux vaut se poser les bonnes questions avant de se lancer. Pour vous aider, j'ai fait appel à la Chambre des notaires de Côte d'Or. Voici les deux spécialistes notaires qui vont vous dresser un panorama complet des questions à se poser avant de se lancer. Bonjour Maître Rougeau-Payon. Bonjour. Bonjour Maître Laurisson. Bonjour. Tout d'abord, je suis heureuse de vous accueillir sur ce nouveau studio du Parc des Expositions et Congrès de Dijon. Vous êtes tous les deux notaires à Dijon et vous représentez la Chambre des notaires de Côte d'Or. Je tiens à vous remercier, vous et la Chambre des notaires, d'avoir accepté de faire cette intervention. Eh bien, Maître, maintenant, je vous laisse la parole. Merci. Alors, faire un achat immobilier, c'est un investissement lourd qui nécessite un financement. Et donc, la première étape pour tout acquéreur, c'est de se poser la question de son budget et de sa capacité à financer l'opération envisagée. Donc, la vérification de l'enveloppe va se faire au préalable. Un client doit impérativement aller voir son banquier ou un courtier pour effectivement voir la capacité de l'enveloppe à injecter dans cette acquisition. Ce sont des professionnels qui vont vous encadrer pour vous dire, voilà, l'enveloppe elle est de tel montant, vous pouvez aller jusqu'à tel montant de cette acquisition. Donc le client devra faire attention effectivement à regarder le prix sur les annonces ou immobilières. Le client devra faire attention à la commission agence qui pourrait être inclus dans son enveloppe et les frais de notaire qui ne sont pas forcément indiqués dans les annonces de particulier à particulier. Alors, sachant que frais de notaire, bien évidemment, c'est le terme le plus courant, mais ça inclut l'ensemble des frais liés à l'acquisition et notamment la fiscalité qui représente plus de 80% de ces frais qu'on a tendance à appeler frais de notaire de façon un peu impropre. Dans le cadre justement de ce financement également, nous avons un point important pour les acquéreurs, c'est la garantie qui va être exigée par la banque, puisque nos amis banquiers sont tout à fait importants pour cela. Ils font confiance, ils suivent leurs clients, mais ils veulent des garanties qui peuvent être soit un système de cautionnement pour laquelle le client va verser une somme, va payer une prestation à l'organisme qui va se porter caution, soit il peut y avoir ce qu'on appelle une garantie hypothécaire, qui est une sûreté qui est prise au terme de l'acte que le notaire recevra. Cette sûreté est finalement plutôt mauvaise presse, alors qu'en réalité, elle ne coûte pas très cher et permet de garantir la banque en lui garantissant que le prix de vente lors de la revente sera remis à disposition du créancier, donc de la banque, au moment de la revente. Dans des cas beaucoup plus rares de difficultés de paiement, ça peut arriver, ça peut aboutir à des situations bien évidemment plus compliquées, type saisie ou autre. Alors, après avoir validé le financement, se pose la question pour tout acquéreur de savoir quel type de bien ils vont acheter. Donc, soit on peut partir sur un appartement, une maison ou un terrain à bâtir. Donc, ces trois catégories, il faut se poser effectivement les bonnes questions. Pourquoi un appartement? Quelles sont les charges, les conséquences financières? Donc, l'appartement, il faut considérer qu'on va être en copropriété, donc avec des copropriétaires. Donc, la loi Allure nous indique qu'il faut effectivement avoir un listing de documents à regarder et à transmettre à l'acquéreur pour qu'il ait une vue d'ensemble sur la copropriété en tant que financièrement et juridiquement. On va s'attarder sur les procès-verbaux des copropriétaires. Ils votent des travaux ou des discussions sur des futurs travaux. Donc on sera vigilant de regarder ces
procès-verbaux pour voir ce qui a été voté avant ou ce qui pourrait être voté ultérieurement. Souvent, en questions diverses du procès-verbal, on s'aperçoit que c'est sous-jacent, un ravalement de façade, des questions d'étanchéité, de choses comme ça. Et on alerte le client là-dessus en disant, voilà, vous avez 3 années où vous regardez un petit peu ce qui s'est dit au terme de ces assemblées générales. Et donc voilà, donc c'est important de regarder ça, de regarder effectivement les éléments financiers de la copropriété dans ce qu'on appelle un pré-état daté que le syndic nous délivre en nous indiquant effectivement les charges, les dettes fournisseurs, les charges trimestrielles que l'acquéreur va payer. Donc pour avoir une enveloppe de ce qui va se passer, il y a l'achat, l'enveloppe de l'achat, mais aussi au fur et à mesure de l'année passant, il y a les taxes foncières, les taxes d'habitation et aussi les charges de copropriété et ce qu'on appelle des fonds de travaux qui permettent effectivement de faire une petite cagnotte sur des travaux qui pourraient être votés ultérieurement. Donc on pourrait prendre sur cette petite cagnotte avant d'appeler les travaux aux acquéreurs. Voilà, donc l'appartement, c'est vraiment un ensemble avec d'autres copropriétaires. Il faut faire attention qu'il y aura d'autres charges à avoir au fur et à mesure de l'année d'acquisition, enfin de votre acquisition. Après, on a la maison. Effectivement, la maison qui, elle, présente l'avantage, entre guillemets, de l'autonomie. On est seul, on assumera donc seul les charges. Donc dans un premier temps, ça peut sembler une solution moins coûteuse, puisque effectivement, on n'a pas de décision de travaux qui seront prises contre nous. Simplement, le jour où il va falloir payer ces travaux, éventuellement d'entretien, de réparation du bien, on aura seul à les assumer. Et puis il y a une autre façon de devenir également propriétaire de sa résidence principale, c'est d'acheter un terrain et de faire construire. Là également, le législateur a prévu une réglementation spécifique qu'on appelle le contrat de construction de maison individuelle qui, après l'achat du terrain à bâtir, va permettre d'encadrer les conditions de construction. Et on invite là aussi les acquéreurs à être vigilants sur la signature de ce contrat et prendre un maximum d'informations. Sur ces 3 types de biens, appartements, maisons, terrains à bâtir, le législateur a également mis en œuvre un cadre d'information pour l'acquéreur, qui est l'ensemble des diagnostics qui doivent être fournis. Ces diagnostics, c'est une obligation à la charge du vendeur, c'est lui qui en payera les frais d'établissement, et l'objectif est de pouvoir fournir à l'acquéreur un certain nombre de renseignements. Sur un terrain à bâtir, il s'agit d'une étude géotechnique. Sur une maison ou un appartement, on va retrouver différents types de diagnostics qui vont aller chercher un certain nombre d'éléments. Les diagnostics, on a le plomb, si c'est une construction avant 1949, on a l'amiante, le rapport amiante, quand c'est une construction avant 1997. Après, nous avons le diagnostic des performances énergétiques. Nous avons le rapport gaz, électricité. Nous, en Côte d'Or, on n'a pas de termites, pas de mérules, ces petites bêtes qui sont désastreuses pour les maisons et les appartements. Donc voilà, on a tout ce type de diagnostic. J'ai oublié l'état des risques naturels et technologiques aussi également, qui nous renseigne sur l'environnement du bien. Ces diagnostics sont vraiment informatifs. L'acquéreur peut en prendre note et corriger ces anomalies, mais en aucun cas peut demander au vendeur une diminution du prix, quelque chose en disant je veux faire rectifier, mais ça va être à votre charge. Non, l'acquéreur achète bien le bien en l'état. Alors justement, l'état du bien, c'est le dernier point auquel il faut faire attention. Sachant qu'on peut acheter des biens, l'acquéreur se pose toujours la question de savoir s'il va bénéficier d'une garantie dans ce qu'il achète. La garantie, elle ne résulte pas, elle peut résulter du type de bien, mais également du type de personne qui va se porter vendeur. Quand j'achète de l'immobilier ancien, c'est-à-dire un bien qui a plus de 10 ans, on se retrouve dans une situation où, entre particuliers, il n'y a pas de garantie en réalité pour l'acquéreur. Il visite le bien, il essaye d'en prendre connaissance et de prendre un maximum d'informations. Et s'il veut des informations, c'est à lui de s'adjoindre les services d'un entrepreneur, d'un architecte, de toute personne qui lui semble compétente pour l'aider. Le vendeur n'a qu'une seule obligation dans ce cadre-là, c'est de ne rien lui dissimuler, d'être de bonne foi, de ne rien cacher. Par contre,
lors d'un achat d'un bien neuf, à ce moment-là, on a une situation légèrement différente. Effectivement, quand on achète dans le neuf, on a des garanties, plusieurs garanties, mais la principale garantie, c'est la garantie décennale, pendant 10 ans. Effectivement, sur la structure porteur ou sur les désordres rendant impropres à la destination de l'immeuble, l'acquéreur a une garantie. Il peut se retourner effectivement contre l'entreprise qui est intervenue pour la construction. Voilà. Et cette entreprise a forcément, je l'espère, pour l'acquéreur, contracter une assurance qui s'appelle l'assurance décennale. Voilà. Et pendant 10 ans, à la réception des travaux, il est garanti sur ces désordres-là. Donc, il ne s'inquiète pas pendant 10 ans. Effectivement, après les 10 années, on ne peut plus recourir à cette assurance. Et puis, on a également des professionnels particuliers qui interviennent également sur le marché de l'immobilier, ce qu'on appelle les marchands de biens. Ce sont des professionnels qui vont acheter et rénover la plupart du temps des biens anciens. Ils sont assurés pour cette activité. Ce sont des professionnels qui revendent des biens immobiliers. Ils ont une assurance. Donc, l'acquéreur, le candidat acquéreur qui souhaite avoir une garantie, il doit acheter soit un bien neuf, soit acheter un bien ancien sur un professionnel assuré pour son activité de vente de biens immobiliers. Au stade où on en est, on a validé le financement, on a choisi un type de bien, on a pu vérifier son état à travers les diagnostics et un certain nombre de renseignements. Et l'acquéreur va encore avoir un temps de réflexion supplémentaire qui lui est octroyé par la loi. C'est le, fameux délai de rétractation de 10 jours de la loi SRU. Alexandra. Donc le délai de rétractation, vous signez un avant-contrat, ce qu'on appelle un avant-contrat. Donc c'est un compromis que vous pouvez passer, régulariser en agence ou via un notaire si c'est une annonce immobilière de particulier à particulier. Donc voilà, vous avez 2 types de contrats, sous seing privé par une agence immobilière ou authentique. Et là, le rôle du notaire est important. Nous authentifions notre acte de cet avant-contrat et effectivement, à la conclusion de ce contrat, l'acquéreur a encore ce petit recours de 10 jours de réflexion où il peut se rétracter sans motiver sa rétractation. Ça, c'est important de le dire pour ne pas être mal à l'aise vis-à-vis du vendeur. Il notifie sa rétractation sans motivation. Voilà. Conclusion, la principale chose à retenir lorsqu'on se lance dans un premier achat, c'est qu'il faut savoir s'entourer de professionnels. Les professionnels du financement, on l'a dit, banquiers, courtiers. Il faut ne pas hésiter à se rapprocher des professionnels du diagnostic pour avoir quelques éléments complémentaires et informations complémentaires sur le bien qu'on achète. Éventuellement, professionnels du bâtiment, si on s'interroge sur l'état du bien que l'on achète. Et puis, professionnels du droit. Et les notaires, la chambre des notaires que nous représentons, tenons à ce que nos clients aient bien conscience que nous sommes là au service de l'ensemble des clients, des candidats acquéreurs, pour les renseigner, les accompagner. Et finalement, peut-être que le conseil ultime serait, avant de se lancer dans un projet et avant de signer un compromis ou même de visiter des biens. Avec les éléments que vous nous donnerez, on vous accompagnera du début à la fin. C'est notre rôle. Nous vous attendons donc dans nos études. Merci Maître Rougeot-Payon, merci Maître Laurisson. Merci à la Chambre des notaires de Côte-d'Or. Votre intervention était bien synthétique et bien claire. Je pense que nos internautes qui souhaitent se lancer dans un premier achat immobilier sont bien informés maintenant pour se lancer sereinement dans un projet. Bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission du Salon de l'Habitat de Dijon virtuel. Merci, au revoir. Au revoir.